La définition de l'art nouveau, ou modern style, ou plus vulgairement le style nouille, est un mouvement artistique qui s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes. La définition est un peu simpliste, et nous devons plutôt nous interroger sur l'origine de ce mouvement. Dans les années 1848, naît une idée au Royaume-Uni qui en quelque sorte peut se réclamer d'être à l'origine du modern style, c'est le pré-raphaélisme. L'histoire des pré-raphaélites débute avec la rencontre entre William Holman Hunt et Joseph Everett Millet à la Royal Academy. Considérant que l'art anglais était sclérosé par le conformisme académique, ils souhaitent retrouver les tonalités claires, vives et chantantes des grands maîtres d'autrefois. Le but de ces artistes était de s'adresser à toutes les facultés de l'homme, son esprit, son intelligence, sa mémoire, sa conscience, son cœur, et non pas seulement ce que l'œil voit. La représentation de la nature comme partie essentielle de l'œuvre et la représentation de la femme idéalisée, mais plutôt comme un ange salvateur telle la Béatrice de Dante, annoncent les grands thèmes de l'art nouveau. Par la suite, d'autres peintres viennent rejoindre la confrérie, comme Edward Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti, Marie Spartalis Stillman, qui fut probablement l'une des plus importantes artistes femmes de ce courant, ou encore Audrey Bursley, notamment dans ses illustrations pour Salomé d'Oscar Wilde. Ce mouvement, qui fut pourtant de courte durée, eut une influence importante sur les mouvements artistiques du XIXe siècle, particulièrement l'art nouveau et le symbolisme. Dans les années 1860 naît aussi en Angleterre un mouvement qui va se nommer Art and Craft, littéralement art et artisanat, et qui peut être considéré comme le véritable initiateur du modern style, concurrent anglo-saxon de l'art nouveau français et belge. William Morris, designer textile, imprimeur, écrivain, conférencier, peintre, dessinateur et architecte, devient célèbre à la fois pour ses œuvres littéraires, son engagement politique libertaire, son travail d'édition, ses créations dans le domaine des arts décoratifs et en tant que membre de la confrérie pré-raphaélite. John Ruskin, poète et écrivain, pense que l'idéal artistique naît de la réunion des compétences et non de leur concurrence. Avec William Morris, ils définissent ensemble un nouvel art décoratif au Royaume-Uni. Ils se prononcent tous deux contre les dérives de l'industrialisation et de l'assèchement créatif qu'elle entraîne. Ce sont les fondements théoriques du mouvement Art and Craft. Dans la foulée se développe un courant assez proche appelé esthétisme et qui marquera des artistes comme Oscar Wilde, Edward Burne-Jones ou Audrey Bursley. Louis Comfort Tiffany est un artiste américain très motivé par les idéaux du mouvement Art and Craft. Célèbre pour ses œuvres teintées, il a également peint, conçu des bijoux et des meubles. En 1885, il crée sa propre entreprise de travail du verre et il invente alors un procédé pour fabriquer des verres opalins. Le verre, c'est son domaine, et dans toutes ses formes. Vitraux, vases, lampes, bijoux, objets divers. Il introduit plusieurs nouveautés dans la technique du verrier, dont certains font l'objet de brevets. Verre drapé où la pâte en fusion est repliée sur elle-même, emploi de plusieurs couches superposées, inclusion de morceaux de verre colorés. Son apport le plus remarquable est la création de son verre Favril, qui inclut des sels métalliques. Mais revenons à l'art nouveau. S'il comporte des nuances selon les pays, ses critères sont communs. L'art nouveau se caractérise par l'inventivité, la présence de rythme, couleurs, ornementation, inspirée des arbres, des fleurs, des insectes, des animaux, et qui introduisent du sensible dans le décor quotidien. Le mouvement en tant que tel naît et se développe dans toute l'Europe entre 1890 et 1895 avec une très grande rapidité. Le fait que de très nombreuses disciplines s'emparent de ce nouveau catalogue de formes
donnent très rapidement l'impression aux contemporains qu'ils assistent à l'émergence d'un mouvement artistique à part entière, englobant tous les aspects de la vie. Le premier événement est la publication dans le premier numéro de la revue britannique The Studio des dessins de Aubrey Bursley en 1893. Ce jeune illustrateur présente pour la première fois un style de dessin qui sera caractéristique de l'Art Nouveau, et il devient instantanément le centre d'intérêt des avant-gardes des deux côtés de l'Atlantique. Dans le même esprit, l'Estampe originale est une publication française proposant des gravures originales sous forme d'album. Initialement créée par Auguste Lepère en mai 1888 à Paris, puis reprise par André Marty, elle cesse malheureusement de paraître en mars 1895. En Allemagne paraît aussi la revue Jugend, liée au terme Jugendstil, qui correspond à l'expression allemande de l'Art Nouveau. En Autriche, Joseph Maria Olbrich construit le Palais de la Sécession. Il s'agit d'un manifeste architectural et d'une salle d'exposition pour la sécession viennoise, un groupe d'artistes rebelles envers la conception ancienne des arts. La devise de la sécession est écrite sur l'édifice au-dessus de l'entrée. À chaque âge son art, à chaque art sa liberté. Dans le bâtiment se trouve la frise Beethoven de Gustav Klimt, l'une des œuvres les plus largement connues du Jugendstil. Gustav Klimt est un peintre symboliste autrichien. Il est l'un des membres les plus en vue du mouvement Art Nouveau et de la sécession de Vienne. Avec plusieurs de ses amis, dont Joseph Maria Olbrich, il crée le 3 avril 1897 le groupe des sécessionnistes qui fonde en janvier 1898 une revue d'art intitulée Vers Sacrum, expression latine que l'on trouve notamment chez Tite-Live et qui peut se traduire par printemps sacré. Elle devient le moyen d'expression de la sécession et le porte-parole de cette volonté de changer le monde. Dans les thèmes de prédilection de l'Art Nouveau, on trouve l'image de la femme qui est extrêmement présente au sein de la production artistique. Que ce soit en femme éthérée et mystérieuse, en femme symbole de la nature, en femme active et pleine de vie ou en femme fatale matinée d'érotisme, ce thème est récurrent dans la grande majorité des tendances. On y trouve aussi la nature. Modèle de beauté parfaite, la nature est largement exploitée comme thème, mais en dépassant le naturalisme traditionnel. Si les artistes Art Nouveau sont nombreux à sortir des ateliers pour aller voir la nature de plus près, ce n'est pas pour en reproduire l'image le plus fidèlement possible, mais pour en trouver une forme esthétique nouvelle. La maison de l'Art Nouveau, appelée à l'origine Hôtel Bing, est une des vitrines sur cette période et de l'étendue de ce que propose le mouvement. Il expose ainsi des vitraux de Tiffany, des réalisations de Van de Velde, de Bretsley, Lalique, Colonna, Gaillard ou Georges Defeur. À Paris s'ouvre le Salon des 100, imaginé en 1893 par Léon Deschamps, fondateur de la revue mensuelle de littérature et d'art La Plume, un périodique ayant pour devise « Pour l'art » et qui réunit autour de lui de nombreux symbolistes. L'affiche est réalisée par Alphonse Mucha, qui s'est déjà fait connaître pour avoir réalisé les affiches de Sarah Bernhardt. Il va réaliser de nombreuses affiches publicitaires et des lithographies qu'il expose aussi au Hall La Plume, rue Bonaparte. Son goût pour les arabesques, les motifs entrelacés,
enroulement de chevelures dénouées, foisonnement de plis soyeux, de fleurs et de tiges stylisées séduit les Parisiens. Le bijoutier Georges Fouquet fait appel à lui et lui confie la décoration de son nouveau magasin de la rue Royale. Dans ce lieu consacré à la parure, la femme est partout présente. Diaphane sur les vitraux, plus sensuelle dans la sculpture de la façade réalisée par l'orfèvre Christoffel. En 1894, une exposition d'art décoratif et industriel lorrain est organisée dans les galeries Poirel par l'architecte Charles André. Les membres de la commission de cette manifestation fondent alors la Société des arts décoratifs lorrains. C'est l'école de Nancy. C'est le fer de lance de l'art nouveau en France, dont l'inspiration essentielle est à chercher dans les formes végétales, nénuphars, chardons ou encore cucurbitacées, et animales comme les libellules et les papillons. Ces artistes nancéens se font connaître lors du salon de la Société nationale des beaux-arts de Paris en 1891 et en 1893. Cette alliance s'appuie sur une recherche d'utilisation poussée dans la verrerie, la ferronnerie, l'acier, le bois, pour mettre le beau dans les mains de tous et ainsi faire entrer l'art dans les foyers. Émile Gallé, qui en est le fondateur, réalise des vases et des coupes en verre inspirées de formes florales. Il est aussi ébéniste et il réalise des meubles aux courbes sinueuses, inspirés aussi de motifs végétaux. Louis Majorel, qui en est le vice-président, est un ébéniste décorateur. Il réalise de nombreux meubles qui seront exposés à l'exposition universelle de 1900 à Paris, en même temps que les œuvres d'Émile Gallé et des verreries d'Homme. Vont participer aussi à cette renaissance nancéenne Émile André, Eugène Vallin, Victor Prouvé, Henri Berger, Jacques Gruber. En 1893, Théophile Bader et Alphonse Kahn, deux cousins alsaciens, s'associent et reprennent un commerce de nouveautés. En 1894, ils ouvrent le magasin Les Galeries Lafayette, à l'angle de la rue Lafayette et de la rue de la Chaussée-d'Antin. Le 8 octobre 1912 est inaugurée l'immense coupole Art Nouveau. Ce dôme de verre culminant à 43 mètres du sol est couronné par 10 piliers de béton. Les décors sont réalisés par les maîtres de l'école de Nancy. Édouard Schenck pour les faisceaux métalliques sculptés de motifs floraux, Jacques Gruber les vitraux néo-byzantins, et Louis Majorel les ferronneries des balcons et les escaliers à triple volée. Liberty & Co tire son nom de son créateur, Arthur Lazenby Liberty, qui ouvre le magasin de tissus Liberty of London sur Regent Street en 1875, un magasin qui existe encore aujourd'hui à Londres. Son nom va donner un style d'art nouveau, le style Liberty. En France, le Liberty est popularisé par Cacharel
qui le remet au goût du jour avec ses fameux chemisiers dès la fin des années 1960. Le style choisi est nouveau et identifiable, et les noms Liberty et Art Nouveau deviennent synonymes, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en Italie. C'est le style Liberty italien. Voilà ce rapide tour d'horizon de cette période riche en inventions et en création artistique. Évidemment, elle mérite d'être approfondie et plus détaillée dans un vrai cours d'histoire de l'art.